un adjudant de première classe des grenadiers en tenue modèle 35 prévu pour la cérémonie. Alors cet adjudant de première classe a servi durant la Première Guerre mondiale. Il a été décoré de l'ordre de Léopold, de l'ordre de la Couronne, de l'ordre de Léopold II, de la Croix du combattant, de la médaille de l'Isère, de la Croix du Feu, de la Croix du combattant français, et un nombre assez grandissant de décorations. Il possède les 8 chevrons de front de la Première Guerre mondiale, et sur sa manche droite, on peut voir 3 chevrons de blessures. Alors, vous pouvez voir ici quand même que le personnage mesurait plus de 2 mètres. Ici, nous avons un Italien en Abyssinie. Donc, entre 1936 et 1941, l'armée italienne a tenté de récupérer l'Empire éthiopien. Alors, c'est un Alpini du 3e bataillon, un adjudant. Il est en tenue saharienne, son pantalon est un pantalon britannique de prise de guerre, et il est équipé de la carabine Carcano à baïonnette pliante. Juste en bas, on peut voir un casque d'officier du 20e régiment d'infanterie. Le 20e régiment d'infanterie a servi lors de 3 batailles en Libye, celles de Gazala, d'El Alamein et de Tobrouk. Ici, nous avons un lieutenant sud-africain. Alors, l'armée sud-africaine, principalement la 1re division, dont fait partie ce lieutenant, le régiment Louis Botha, qui était le premier président de l'Union sud-africaine, s'est déployé lors de la bataille d'El Alamein dans le nord du champ de bataille. Voilà, il est équipé de la tenue légère en tissu Artex et d'un pantalon de sable de confection canadienne. Et à ses pieds, on peut voir le réchaud anglais, le réchaud de campagne numéro 3, fonctionnant à l'essence de véhicule. Alors ici, nous avons un Feldwebel, donc un adjudant allemand de l'armée d'Afrique. Alors, le ruban se trouvant sur sa poitrine indique un commandement mixte italo-allemand. Dans sa poche, on peut voir apparaître en jaune un paquet de cigarettes, toujours plein, ainsi qu'un papier de feuilles de cigarettes à rouler. Il possède le badge d'assaut, ainsi que la médaille de blessure de couleur argent. À ses pieds, on peut voir la mine bondissante. C'est une mine prévue en cas de pression sur le dessus. Elle est éjectée par un ressort à quelques mètres du sol et éclate en surface, criblant de morceaux de métal une zone de 10 à 20 mètres. Et juste à côté, un éclat de chenille d'un char Panzer II retrouvé dans le nord de la France. Alors ici, nous avons un Gourkha népalais de la 7e division indienne. Donc c'est un caporal de la 7e division indienne. Il est toujours dans la même tenue, la tenue Artex, donc textile aéré prévu pour le désert, ainsi que le short en kaki drill. Et cette unité se trouvait dans la jungle birmane sur la côte en 1943-44. Il est équipé du Lee Enfield numéro 5, dit Jungle. Ici, nous avons un japonais, 1942-43. Donc c'est un soldat supérieur, indiqué par les 3 étoiles. Ici, nous avons un soldat japonais de 1942-43. Alors c'est un soldat supérieur, donc son grade est indiqué par les 3 étoiles dans le col. C'est un soldat de l'artillerie, donc le double chevron jaune indique l'artillerie. Et il porte un chevron de sous-officier de remplacement, donc il est, on peut dire, sous-officier temporaire. Il porte la gourde par facilité sur la poitrine, les pochettes en toile caoutchoutée, le fusil à la carabine courte Arisaka, modèle 99, ce qui veut dire 1939 dans nos dates. Il porte à ses pieds aussi le sac à effet personnel sur lequel est noté le titre de l'unité à droite, et en gros caractères, on peut retrouver des slogans de propagande comme « Vive l'empereur, vive la nation »,« Honneur et patrie ». Juste ici à droite, nous avons une tenue d'officier de l'armée des Indes, officier britannique. C'était un lieutenant-colonel, donc c'est le lieutenant-colonel John Kenneth Beckett.
John Kenneth Beckett commandait le service d'ordonnance, donc l'approvisionnement et le rééquipement en matériel des véhicules et de l'armement de l'armée des Indes entre 1942 et 1944. Il est toujours équipé, comme le Gourka et les autres personnages précédents, de la tenue aérée en Artex. Et dans ce cas-ci, il porte le pantalon en kaki drill. Sur sa tête, il porte le chapeau de brousse et dans l'étui, le pistolet Enfield. À ses pieds, on peut voir un téléphone numéro 5 type L de fabrication britannique. Ici, nous avons la tenue blanche du lieutenant David Gordon Room. Le lieutenant Room était le commandant d'une pièce de tourelle du croiseur lourd britannique Exeter. Ce croiseur a coulé le 1er mars 1942 dans la mer de Java. Il a été fait prisonnier jusqu'en 1945. À sa libération, il a repris du service dans la marine britannique et l'uniforme présenté ici est celui de 1945. Le lieutenant Room est mort en 2009. Ici, nous avons la tenue bleue d'un Royal Marines. Donc, c'est le battle dress de sortie prévu pour les conducteurs de péniches de débarquement. Donc, c'est un sergent des Royal Marines ayant, comme les chevrons l'indiquent ici en bas, 4 ans de service en temps de guerre. C'est avec ces tenues que les Marines sortent en ville, à savoir que la tenue de campagne est en battle dress kaki. Ici, nous avons un personnel du service féminin de l'armée canadienne. C'est une personnel administrative, c'est un lance corporal, donc une sorte de caporal adjoint, administratif, appartenant aux lignes de communication du 21e groupe d'armée. Et elle est détachée de l'armée canadienne. Donc elle porte le battle dress kaki prévu normalement à l'origine pour les hommes. Plus tard, les femmes porteront un battle dress adapté à leur morphologie et à une certaine facilité. Ici, nous avons un soldat, un GI, donc un soldat américain en tenue M1943. C'est un soldat de la 8e division du 121e régiment d'infanterie. C'est un staff sergeant. Et cette unité a combattu à l'entrée du village de Hurtgen, au sud d'Aix-la-Chapelle, en novembre 1944. Il est équipé donc du casque M41, donc M1, appelé aussi M1, de la veste M43, la pochette du système de pochette 5 poches prévu pour le fusil Garand, qu'il porte d'ailleurs à sa main, des gants hiver normalement attribués à l'artillerie, du pantalon dit moutarde. À ses pieds, on peut voir les chaussures, les brodequins, ainsi que les guêtres de fabrication britannique pour l'armée américaine. Et juste au pied, on a le fusil Garand. C'est un fusil qui a été trouvé dans le bois de Hurtgen, près du secteur où a combattu ce soldat. Donc, le fusil a été probablement perdu en 1944 et déterré dans les années 50. Alors ici, nous avons l'ennemi du précédent, donc le soldat allemand du 31e bataillon de mitrailleurs qui défendait le village de Hurtgen. Lui est équipé du casque modèle 35, de la veste réversible, blanc intérieur, gris extérieur, ou vice-versa, des pochettes en cuir prévues pour le Mauser 98. Il possède la grenade à manche avec plaque de renfort sur la tête. Son fusil est le Mauser 98 avec juste en bas on peut voir la détente hiver, donc la protection du système de tir pour le gel. Juste à côté on peut voir l'énorme projectile de la Pupschen, donc la poupée allemande. C'est le projectile anti-char qui se fixait sur le bout du canon de 37 mm. Derrière, une lanterne allemande, des chemins de fer, qui était aussi utilisée par l'armée. Et juste devant, là, on peut voir le tube et le projectile du Panzerfaust de 60 mm. Derrière ce tube, on peut voir la mine en verre. Alors, le principe de la mine en verre, c'est qu'elle est indétectable au détecteur de métaux. Et l'activation se fait par simple pression. C'est une fine feuille de verre sur laquelle se trouve un disque de verre beaucoup plus lourd. La moindre petite pression fait céder la pellicule de verre, le disque appuie sur le détonateur.
et les éclats de verre s'envolent sur un périmètre d'environ 5 mètres. Juste à droite, on peut voir ici un soldat canadien des Seaforth Highlanders de la première division canadienne. Donc c'est un CSM, donc un Company Sergeant Major. Donc ce soldat a 3 ans, 3 chevrons d'ancienneté, donc 3 ans de combat en temps de guerre. Il est équipé du battle dress canadien modèle 37, de l'équipement anglais modèle 37, et son fusil est un Lee Enfield numéro 4. À ses pieds, on peut voir le wave meter, donc le correcteur de fréquence pour les communications radio. Et juste derrière, on peut voir une lampe à pétrole réglementaire britannique, portant d'ailleurs le symbole des forces armées donc du département de la guerre, donc la flèche, la Broad Arrow britannique. Ici, nous arrivons sur une wave, donc un officier féminin engagé pour la durée des hostilités. Donc elle est en tenue blanche prévue pour le Pacifique, ou pour la Méditerranée, ou le sud des États-Unis. Donc c'est un lieutenant de vaisseau, l'équivalent de capitaine dans l'armée. Son grade apparaît dans le col sous forme de 2 petites barrettes, et apparaît aussi sur les manches sous forme de 2 galons noirs. Ici, nous avons la tenue d'un lieutenant des compagnies de transport, donc de la 1012e compagnie de transport, compagnie générale de transport. C'était une compagnie qui était formée en 1944, fin 1944, dans la région d'Anvers. Et ces hommes ont été formés du 25 décembre 1944 au 24 mars 1945 en Grande-Bretagne. Alors c'est une tenue belge modèle 35, qui a été récupérée en 1944, sur lequel le propriétaire a installé ses étoiles belges de lieutenant, mais les couleurs de col sont celles du Royal Army Service Corps britannique. Et sur sa casquette, il a été installé la roue des services de transport belges d'avant-guerre. Juste ici, on a la tenue du sergent Frédéric Gordon Collishaw. Alors, le sergent Collishaw était un sous-officier attaché aux boutiques Navy. Donc, les boutiques Navy sont les boutiques apportant un petit agrément supplémentaire, comme cigarettes, tabac, journaux et autres éléments pouvant apporter un peu de loisir. Voilà. Alors, sa tenue est canadienne, retaillée. Donc, c'est un Anglais qui a acheté une tenue canadienne. Il a enlevé la poche de pantalon sur l'avant et a retaillé totalement le col pour donner une certaine prestance. Alors Collishaw est arrivé en Belgique en 1944, a rencontré sa femme à Ostende, est reparti en Angleterre et en 1946, au retour, s'est remarié avec et a fini sa vie en Belgique. Ici, nous avons les documents ayant appartenu à Fritz Luck. Alors Fritz Luck était un agent de renseignement pour les Alliés, principalement pour l'Angleterre. En Première Guerre mondiale et Deuxième Guerre mondiale, il était arrêté, envoyé dans une prison spéciale à Wolfenbüttel, torturé, condamné à mort, heureusement pour lui. Donc, les prisonniers ont dû évacuer lors de la marche de la mort de plus de 100 km. Et à la suite de cette marche, les Allemands ont fini par abandonner les hommes. Il a pu regagner la Belgique, alors que la plupart des hommes qui étaient enfermés avec lui ont été exécutés. Alors ici, nous avons la tenue du frère de Fritz Luck, le major René Luck. Donc, René Luck était un commandant du 1er régiment de chasseurs à pied à Mons en 1940. Il était fait prisonnier en mai 1940. Envoyé dans un camp en Allemagne, libéré en 1944, il a repris du service comme major honoraire du 1er régiment de chasseurs à pied. Alors on peut voir qu'il a été décoré de l'ordre de Léopold, de l'ordre de la Couronne et de l'ordre de Léopold II, de la médaille de l'Isère, de la médaille commémorative interalliée 14-18, de la médaille de la Première Guerre, de la médaille de première classe et de la Croix du Feu. Ici, nous avons la tenue venant de la région de Mons
d'un prisonnier du camp de Buchenwald, dans la région de Weimar en Allemagne. Donc cette tenue a été portée du début à la fin de la guerre. Elle a été usée par son propriétaire. Et on peut voir des éléments, comme sur la veste noire, on peut voir des rayures installées comme signe de reconnaissance. Et sur la petite veste bleue rayée se trouvant à droite, on peut voir un carré gris qui était aussi installé comme signe de reconnaissance.